Au Burkina Faso, pourquoi la Russie fascine-t-elle? C'est le thème de notre forum de cette semaine. Nos invités, Maître Eric Emmanuel Sosa, il est avocat au barreau de Lomé, et Kegewe Sogoyou, est journaliste, ancien ambassadeur. Avant donc la pause, je vous annonçais la suite de ce forum. On va voir si les autorités nouvelles du Burkina Faso donc, vont conclure un accord avec la Russie, comme demandé par la rue. Le temps donc de rappeler le contact pour participer à cette émission, plus 228 96 46 10 31. Et déjà, on nous écrit du Niger. Bonsoir Niwod, je me nomme Atikou Salifou depuis le Niger. Tout d'abord, je vous encourage pour vos débats que vous faites. Il est temps de renverser l'ordre mondial. L'Afrique doit prospérer. J'ai une question donc à savoir, pourquoi nos dirigeants ne savent pas négocier en faveur de leur émergence? Pourquoi font-ils des accords souvent au détriment de leur pays, Kegewe Sogoyou? Mais en réalité, il n'y a pas d'accord. On impose des règles à nos chefs d'État. Mais il faut quand même que nous, en tant qu'Africains, on commence par se réveiller. Le chef d'État seul ne peut rien. C'est quand le peuple est mobilisé derrière le chef de l'État qu'il peut faire quelque chose. Et regardez, les 13 ou les 11 accords coloniaux qu'on nous a imposés après les soi-disant indépendances, tout ce qu'elles disent. Mais pendant que la France refuse à nos pays, soi-disant francophones, de parler ou de commercer avec qui que ce soit, mais la France a en Afrique ses meilleurs partenaires, c'est les anglophones. Pourquoi elle... Mais nous, on aurait dû être jaloux. Mais toi, tu nous tiens en exclusivité, c'est ta femme, tu nous as mis dans le harem. Nous, on n'a pas le droit de dire bonjour à un homme. Et pendant ce temps, autour de nous, tu es en train de gambader braguettes ouvertes avec les anglophones, les lusophones, les machins. Et nous, on doit... Bon, donc, dans cette situation où les minerais dans nos pays, on vous dit quand vous les exploitez, comment vous les exploitez, avec qui vous les exploitez, il n'y a pas de négociation. Parce qu'à force de dire qu'on négocie, on rend nos dirigeants responsables de la mauvaise négociation. Mon frère, il n'y a pas de négociation. Chez toi, ton uranium, on a négocié quoi? Va demander à Bazoum s'il sait quelque chose des accords qui régissent l'exploitation de l'uranium au Niger. Il n'en sait rien. À la limite, il prend sa part, qu'on lui verse sur un compte là-bas, et puis il se tait. S'il dit quelque chose contre ça, demain il aura un coup d'État. Pas par les militaires, mais par les Français. Maître Sosa, les accords, je crois ça va que c'est du domaine du droit. Est-ce que dans le droit, les accords sont si déséquilibrés que ça? Mais il arrive tous les jours que les accords soient déséquilibrés. Il y a ce qu'on appelle les contrats d'adhésion, c'est-à-dire allez faire un prêt à la banque. Quand vous allez voir votre banquier et qu'il vous dit « je vous prête à un taux de 12%, vous n'êtes pas en position de négocier le taux d'intérêt. Et il dit « j'ai besoin d'une caution ». Mais si vous n'apportez pas la caution, vous n'avez pas votre prêt. Donc ça arrive tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de contrat, il est rare que les contrats se font entre gens qui sont à égalité de pouvoir et de droit. Je m'explique. Jusqu'à ce que récemment, le gouvernement togolais ait essayé de réguler un peu les rapports entre locataires et propriétaires. Mais quand vous aviez envie de louer une maison à Lomé ici, mais vous subissez la loi du plus fort. Il dit, je veux 1 an de loyer payé d'avance, sinon vous ne prenez pas. Si vous n'apportez pas ça, si c'est 10 mois, il donne à celui qui a un an de loyer en poche. Et en plus, le démarcheur, c'est vous qui avez déjà payé 1 an de loyer qui devait payer sa part. Lui participe pas, alors que c'est lui qui a demandé qu'on lui cherche un locataire. Voyez-vous? Donc des contrats léonins, dolosif, il en arrive tous les jours. Nous les vivons dans notre quotidien. Si vous avez donné ces exemples de contrat d'État à État. Non, attendez, justement, Quel État? j'ai toujours ce discours de Laurent Gbagbo qui disait « Je suis allé en Chine et quand j'ai vu le président chinois avec tout l'apparat d'État qui l'accompagnait, je me suis senti humilié. Voilà. Parce que je me suis dit, on vient me dire que je suis à égalité avec ce monsieur. On est en train de me blaguer. » C'est ça le problème. C'est que on a fait des micro-États et parfois des nano-pouvoirs, et avec des nano-souverainetés, voyez-vous. Et ce sont ces gens qui, tous les jours, vont dire
Oui, je vais aller voir mon homologue français et qui plastronne sur le perron de l'Élysée avec le boss de l'Élysée qui sort et qui lui donne l'accolade et là il se sent important. Et quand il y a toute la presse de son pays qui est là pour filmer ça, mais personne n'en parle dans aucun journal en France. Personne. Quand le président de la Centrafrique ou même du Togo va en France, il n'y a que sur TVT et sur nos antennes qu'on voit ça, mais ça ne passe pas sur aucune chaîne française. C'est-à-dire que celui-là qui est venu en visite de travail ou en visite d'État, son pays seul sait qu'il est en visite d'État. Le pays hôte ignore complètement. C'est-à-dire... Parfois, c'est quelques députés de l'amitié France-Afrique qui sont au courant que tel président vient et qui vont l'accueillir et qui organisent un dîner en son honneur. Mais donc, vous voyez, c'est dans ces conditions psychologiques que nos contrats se négocient tous les jours entre États. Et quand on dit partenariat gagnant-gagnant, mais c'est faux du bidon du début jusqu'à la fin. C'est le banquier qui prête à la vendeuse de bouillie. C'est ça le problème. Ça nous fait chaud au cœur de les avoir tous les dimanches. Pierrot, merci. Bonjour les doyens et l'un des jolis plateaux de New World. Mes félicitations donc à nos deux invités. Pierrot, depuis la IOA, la Russie partage quelque part les mêmes valeurs, il dit les mêmes pensées sur la famille, papa et maman, et non parent 1, parent 2. La Russie n'a jamais colonisé un pays africain. L'idéologie homosexuelle en elle seule nous unit avec la Russie. Ici, aux États-Unis, le Parti républicain regagne de l'estime par rapport aux problèmes ukrainiens et sur l'affaire de l'homosexualité. La fin de l'Europe est consommée. C'est vrai que Vladimir Poutine a tenu un discours, il a clarifié certaines choses, mais il se bat aussi contre l'idéologie occidentale qui permet ce que Pierrot appelle des écarts, comme l'homosexualité par exemple. Vladimir Poutine dit et répète tous les jours qu'il combat une clique de satanistes. Il le dit, le mot sataniste, il l'utilise tous les jours. Alors, les homosexuels, moi, ce n'est pas mon problème. Si tu es homosexuel, c'est ton droit. Mais moi qui ne suis pas homosexuel, est-ce qu'on me demande d'aller avec des pancartes dans la rue pour manifester? Non. Pourquoi maintenant, quand quelqu'un est homosexuel, il faut qu'on lui donne le droit de manifester, de sortir dans la rue, de voir un homme en string, de voir une femme. Mais attends. Donc, ce que les Européens appellent leurs valeurs et sur lesquelles ils sont en train de massacrer l'Ukraine, mais ça fait la valeur centrale, c'est l'homosexualité. Et ça, Poutine ne peut pas accepter. Et nous, en tant qu'Africains, on se dit, bon, comme je l'ai dit, si quelqu'un est homosexuel, ça fait son affaire, il est chez lui. On ne fait pas le tour des maisons pour arrêter les gens parce qu'ils sont homosexuels. Donc, il n'y a pas d'homophobie. Mais maintenant, si on veut que les homosexuels plutôt nous terrorisent, et là, celui qui veut, c'est lui qui cultive l'homophobie. Donc, ils ont leur raison d'être homosexuels, ce n'est pas mon problème. Les autres ont leur raison de n'être pas homosexuels, ce n'est pas leur problème. Chacun doit rester à sa place. Voilà. Richard Tagba nous écrit de Kara. À mon avis, si la Russie fascine en Afrique, et notamment au Mali et au Burkina, c'est étant dans la crédibilité et la sincérité de cette puissance à soutenir les pays, on va dire, piétinés, que dans l'ouverture à discuter avec nos pays de façon ouverte et sincère. Cependant, sommeil de crocodile, car dans ce monde, l'homme ne fait rien sans rien. J'ai tout de même une question aux invités. Pourquoi pense-t-on toujours qu'un militaire ne doit pas être au pouvoir au motif que sa place serait dans une caserne? Le militaire n'a-t-il pas un cœur d'homme pour guider l'homme? Merci. Le présidentialisme et le militarisme ne font-ils pas bon ménage? Bon, cette question, elle est tout à fait légitime. Et je crois qu'on l'a posée à plusieurs occasions. Et à plusieurs égards, il faut refaire le point. Vous savez, la raison pour laquelle les sociétés se sont organisées pour que le pouvoir échappe à la force, c'est que la force brute, quand elle se déchaîne, elle n'a pas de limite et ne se connaît absolument aucun vis-à-vis, sauf une autre force équivalente. C'est la raison pour laquelle on a organisé les sociétés de telle sorte que même
dans les royaumes d'antan, les rois avaient leurs armées. Et c'est le roi qui décide de faire la guerre et il envoie les généraux de son armée faire la guerre en son nom. Quand les généraux reviennent, ils viennent rendre compte de leur succès au roi et c'est le roi qui décide qui il va faire maréchal et qui il va rétrograder. Donc ça veut dire que dans, disons, la substance de toute société, il y a ce rapport du pouvoir et de la force. C'est-à-dire qu'en fait, chaque pouvoir a besoin d'un bras armé. Et si le bras armé devient le pouvoir, il y a un déséquilibre. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, on le dit, et je l'ai dit tout à l'heure ici, lorsque toutes les institutions sont mises en place pour garantir que chaque citoyen a les mêmes droits, et que du jour au lendemain, une institution, on va dire l'armée notamment, a la possibilité, pas le droit, la possibilité, au mépris de tout droit, de venir mettre tout le monde à genoux, il y a un problème. Ça veut dire que tout citoyen, à ce moment-là, subit cette force brute sans pouvoir se défendre. C'est-à-dire, parce que je suis militaire et parce que j'en ai le pouvoir, pas le droit, mais le pouvoir, je vous mets à genoux, je viens chez toi, je prends ta femme et tes enfants et ta maison, tu n'as rien à me dire, parce qu'il n'y a même pas un juge qui va tenir devant moi pour dire que j'ai tort. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours écarter le pouvoir de la force armée. Pardon, un mot, pardon. Au fait, les militaires sont présidents. De Gaulle, c'était un général. Eisenhower, aux États-Unis, après la guerre, c'était un général. Rawlins à côté de nous, c'est un militaire. Les militaires, je peux en citer plein. C'est la façon de prendre le pouvoir qui pose problème avec les militaires. Si aujourd'hui un militaire veut être président de je ne sais quel pays, il démissionne de l'armée, il crée son parti, ou il ne crée même pas, il se porte candidat. La preuve, hier, l'enfant chéri de Macron, le jeune et brillant Kaka Déby, Idriss Déby. Le maréchalissime. Alors, l'enfant chéri de Macron, il a dit, écoutez, moi, je suis là encore pour 2 ans. Il sait que Macron va applaudir, il va l'appeler pour le féliciter. Et puis, je suis candidat. Macron va dire, c'est bien fait, allons-y, en avant seulement. Mais on ne peut pas dire la même chose au Burkina, au Mali, en Guinée. Donc, c'est pour dire à notre ami de se rassurer, un militaire peut être président, c'est la façon de devenir président qui pose problème. Salut Nimrod, moi je dirais que l'Afrique même doit se réveiller. On ne quitte pas le voleur pour un sorcier. L'Afrique n'est pas un champ de bataille pour la France et la Russie. Moi, je me demande pourquoi l'Afrique a besoin d'un autre pour son décollage. Notre problème est interne et nous devons le régler entre nous. Les autres ne sont que des saprofites. Tous se battent pour leur ventre. C'est une tendée Sylvestre depuis Blita. Ce qu'il dit est vrai. Mais en attendant, le lion est en train de te manger. Quelqu'un passe, tu sais qu'il peut te sauver. Tu vas dire, comme je ne veux pas un autre maître, je ne vais pas l'appeler au secours. Entre le lion qui est en train de te manger et l'autre passant, ils ne sont pas au même niveau de danger par rapport à toi. Le lion, il est en train de te manger. Alors, même chez nous, on dit, quand quelqu'un se noie, il peut s'accrocher même à la queue d'un serpent. Est-ce que vous voyez? L'Afrique est dans la situation du type qui se noie et qui peut s'accrocher à la queue d'un serpent. L'Afrique n'a pas dit que les Russes, c'est les compagnons d'Emmaüs. C'est-à-dire que gentil, on vient, on donne tout cadeau. Ils n'ont pas dit ça. Mais ils ont dit que personne ne peut faire pire que la France depuis plus de 400 ans dans nos pays. Et ça, c'est normal et c'est logique que les Africains raisonnent comme ça. Voilà. Bonjour Niwod, bonjour le plateau. Aujourd'hui, la Russie est promue en Afrique par l'Occident. Le poste du membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU a été donné à la France par pitié car la France n'a rien fait pour la libération de l'Europe. Pour le cas du Burkina Faso, si Damiba avait pris une décision ferme de tourner le dos à la France, les djihadistes reculeraient. Je ne comprends pas pourquoi certains dirigeants africains continuent de faire confiance à cette France. Nous, les panafricanistes, continuerons de nous battre pour aider la France à pousser la Russie à aider l'Afrique.
La Russie ne viendra jamais recoloniser l'Afrique. D'ailleurs, les ressources naturelles que l'Afrique a sont aussi en Russie. Donc la Russie est le moindre mal en Afrique. Simlewa et ça, Dawangelo Akara. Mais ça me permet de poser la question à Maître Sosa de savoir, est-ce que Ibrahim Traoré a le choix? Peut-il ne pas conclure un accord avec la Russie? Écoutez, encore une fois, j'aimerais pas être dans ces patogas en ce moment, hein, parce que là, tout le monde l'attend au tournant. Tout le monde attend qu'il aille en Russie. Il qu'il a fait sa publicité avec un rapprochement multilatéral. Oui, mais multilatéral, ça ne veut pas dire on a le choix entre la France et la Russie. Multilatéral, ça veut dire on peut choisir. La France et puis on conclut d'autres accords avec d'autres personnes. Donc je dis encore une fois, entendons-nous bien, la Russie elle-même a de sérieux problèmes avec son affaire ukrainienne. Ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, tout capitaliser dessus, c'est aussi une vision, à mon avis, erronée des réalités du moment. On dit la politique, c'est une saine appréciation des réalités du moment. Alors si, dans leur appréciation, ils considèrent que la Russie est plus apte qu'une haute puissance à leur venir en aide, pourquoi pas? Après tout, c'est la saine appréciation de la réalité du moment. La saine appréciation que Damiba n'avait pas eu et qui lui a coûté son fauteuil. Alors, il ne faudrait pas qu'on passe de coup d'État en coup d'État. C'est la raison pour laquelle je dis, pour en finir une bonne fois pour toutes, il faut qu'il fasse les bons accords, qu'il trouve les meilleurs partenaires pour sortir définitivement le Burkina Faso de ce bourbier. Les meilleurs partenaires, est-ce que ça ne signifie pas la Russie? Quand on voit dans la rue les drapeaux s'agiter. Bon, alors, ok, on peut, disons, faire la politique en écoutant la rue tous les matins. D'accord, c'est la rue qui a raison, c'est le Parlement national et qui a dit que, bon, voilà, allons en Russie. Allons en Russie, pourquoi pas? Si demain, la même rue dit, non, finalement, c'est la Chine, on va toutes affaires cessantes, faire sa valise et aller à Pékin. Non, c'est pour ça que je dis, attention, c'est l'appréciation saine de la réalité du moment. Alors, il faut faire attention à ne pas tomber dans les bras du premier persifleur qui passe, parce que, bon, on peut très vite déchanter aussi. Je n'ai pas fait l'apologie de la Russie contre qui que ce soit, contre la France, pas plus que je ne viendrai faire aujourd'hui la propagande pour une autre puissance. Je dis, et ça, sincèrement, là je parle du fond de mon cœur. J'aimerais que nous soyons, nous autres Africains, placés dans une situation où, quand on a un problème, au lieu d'aller en Russie ou en France, là, on dise, viens Congo, viens Rwanda, viens Mozambique, plutôt que le regard tourné permanemment vers l'outre-mer, comme on dit. Parce que notre Afrique, elle recèle de beaucoup de valeurs, de vaillance, pour que nous puissions, entre nous, Africains, trouver des moyens de... Vous pensez sérieusement... Non, ils ont la technologie attendez, attendez. Au lieu que, par exemple, l'Ouganda aille négocier des accords d'approvisionnement, des accords de défense avec la Chine, la Russie, etc. Vous pensez que si c'est toute l'OUA, attention, je dis c'est toute l'OUA qui va faire cette négociation, on ne nous parlerait pas différemment? Vous pensez sérieusement qu'on aurait le toupet de nous envoyer des pétoires parce que c'est tout ce dont on pense que vous avez besoin. C'est ce à quoi vous êtes capable. C'est ça qu'on vous donne. Mais si toute l'Afrique unie va demander, j'aimerais que on pense désormais aussi les ressources endogènes de l'Afrique quand il s'agit de se défendre. Parce que, vous voyez, on l'a vu en Centrafrique. L'armée rwandaise est venue en Centrafrique et elle a fait la différence là où elle est intervenue. Au Mozambique, ils sont allés, le terrorisme a diminué au Mozambique. C'était que le Rwanda, ils ne sont pas allés en Russie. Donc je dis, il faut qu'on commence à penser cela aussi. Il faut qu'on commence à penser que nous autres Africains, nous pouvons être aussi la solution. C'est pour ça que quand on dit tout le temps, c'est ou la France ou la Russie, je suis un peu irrité par ça. Parce que ça, c'est du vagabondage et c'est une forme de prostitution mentale à laquelle je ne veux pas participer. Si nous sommes des prostituées, le souteneur, c'est la France. C'est elle qui nous pousse. Parce que je vous ai déjà dit qu'on n'avait aucune raison d'aller chercher les Russes. Mais la France nous pousse. Et je dis ceci, vous avez dit que la Russie a des problèmes en Ukraine, mais moi je vous dis,
Si Macron continue de faire la publicité de Poutine, c'est par l'Afrique que Poutine va gagner la guerre d'Ukraine. On est d'accord. Oui, mais justement, l'autre pendant de la question, est-ce que la Russie a encore les moyens d'aider les pays africains, la Russie confrontée donc à la guerre en Ukraine, la guerre que livre finalement l'OTAN, hein. Vous n'allez pas parler comme ce chef d'État de la sous-région qui disait que la Russie c'est insignifiant, que c'est quoi, c'est la machin. 11e puissance économique. La 11e puissance économique devant laquelle tout l'OTAN est en train de trembler. Biden est en train de trembler. Macron et sa vieille von der Leyen sont en train de trembler devant la 11e puissance mondiale. Vous voyez, la Russie a tous les moyens. Elle a tous les moyens. Elle a tout ce qu'il lui faut pour aider tous les pays africains qui iraient demander son aide. C'est où est le problème? Les autres, on ne leur fait pas la guerre. L'OTAN fait la guerre à la Russie. Tout l'OTAN réuni fait la guerre à la Russie. Mais la Russie tient. Oui, Quel c'est pays... déjà arrivé en Syrie, hein, je pense. En quoi? En Syrie. En Syrie, oui. La Syrie, Bachar el-Assad a tenu. Grâce à la Russie. Parce que la Russie est venue. Oui, contre l'OTAN. Hein. Voilà, contre l'OTAN. Donc, l'OTAN va gesticuler, chercher à semer du désordre partout. Mais la Russie tiendra et défendra tous ceux dont les droits sont opprimés par l'OTAN. Bonjour, merci à vous, Monsieur Gilles, pour l'émission. Merci aux invités. Clément depuis Lomé, moi je dirais que ce n'est pas que l'Afrique est fascinée par la Russie, mais c'est ce sentiment qu'ont les Africains d'être considérés plus ou moins d'égal à égal dans tous les secteurs d'activité, que ce soit en politique, en économie ou autre, qui fait que l'Afrique privilégie actuellement la Russie. Les Occidentaux ont pendant des années mis l'Afrique dans une situation précaire, tout en la pillant, mais aussi en lui manquant de respect. La Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde seront toujours les bienvenus en Afrique. Mais tout ça. Ouais. Forcément. Attendez, mais si attendez, vous imaginez, vous emportez la main d'une promise, d'une jeune mariée, et vous la maltraitez, vous la nourrissez mal, vous l'habillez mal, et à la limite vous ne la sécurisez pas, le premier galant qui vient, il l'emporte, il vous l'arrache. C'est ça. C'est le problème principal que nous avons. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu ce compagnonnage long. Enfin, je dis, il y a eu un mariage forcé, et puis ensuite, il y a eu un divorce arrangé, et après, on a transformé ça en compagnonnage. Ce qu'on a appelé la coopération. La coopération française, si elle avait eu beaucoup de succès, je ne parle pas uniquement au plan militaire seulement. Sur le plan scolaire, sur le plan de l'éducation. Vous vous souvenez, au moment de l'indépendance, combien il y avait de lycées au Togo? Pour les anciens comme nous autres, il y a le lycée Bonne-Carrère, le fameux lycée Bonne-Carrère, qui est devenu le lycée de Tocoin, et le collège Saint-Joseph, qui est une école privée confessionnelle. Et puis, il y avait à Sokodé, le lycée de Sokodé, hein, c'est appelé comme ça. Et c'est tout. Aujourd'hui, nous avons le droit de nous enorgueillir, même s'ils sont parfois en état piteux, plusieurs centaines de lycées au Togo. Et tous les villages ont pratiquement le lycée. Bon, donc ça aussi, ça fait partie. C'est pour ça que je dis, c'est un compagnonnage. Parce qu'on ne va pas me dire que tous les lycées que nous avons créés, c'est par la coopération. Nous payons cher. Nous payons cher avec nos propres deniers. La coopération, elle ne fait que des appoints. Voilà, les appoints. Donc, quand on va sortir de cette logique-là, je voudrais que ce qu'on appelle l'Agence française de développement fasse faillite. Parce que plus aucun État africain ne va à son guichet pour demander quelque chose. Comme ça, il fera faillite. Cette agence sera mise en sommeil parce qu'elle n'aura plus d'objets. C'est ça le but aussi d'une Afrique émergente. C'est pas contre quelqu'un. Vous croyez au moment où on crée encore d'autres fonds de soutien à la démocratie Écoute, la France braque vos devises. Tout ce que vous vendez, la France braque vos devises. Et c'est avec ça que le CAC 40 et les autres font leurs fêtes, leurs profits, leurs machins. Et peut-être 1/100 des intérêts qu'apportent ces bénéfices, on vient, quoi, française de développement, on développe quoi? Mais comment? Écoutez, le Togo est un petit pays. On le développe comment? Et 60 ans après, on est là où on est.
Mais arrêtons ça. Mais est-ce que c'est à la France de développer le pays? On ne lui a rien demandé. La seule chose qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de rentrer chez elle. Est-ce que quelqu'un est en train de pleurer parce que la France ne l'a pas développé? Est-ce que Goïta dit à la France, à le Burkina, le chose dit à la France ne nous a pas développé, donc il faut... Non, tout le monde dit à la France, rentre chez toi, laisse-nous tranquille. C'est tout. Oui. Et cela me permet de vous reposer la question. Le problème aussi évoqué souvent, ce sont les bases militaires françaises. Que font ces bases, les militaires français en Afrique? Non, c'est justement pour que si un président africain veut, par exemple, négocier d'égal à égal ses richesses du sous-sol, ben on envoie les militaires lui faire coup d'État. Est-ce que ce sont les militaires français qui font les coups d'État? Mais, attends. Mon cher ami, permettez, je ne vous coupe pas la parole, ambassadeur. Mais en Côte d'Ivoire, le 19 septembre 2002, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu une agression contre l'État ivoirien. Des membres du gouvernement sont morts. Le président Laurent Gbagbo était au Vatican et le président Chirac lui offrait déjà l'hospitalité parce que pour lui c'était fini, il ne pouvait plus rentrer. Et Gbagbo a dit non, je vais rentrer pour combattre. Et quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a trouvé? Que à Bouaké, il y avait déjà une force d'interposition. Sans aucun mandat de personne. Les forces licornes étaient déjà à Bouaké, en train de s'interposer entre l'armée nationale ivoirienne et l'armée nationale de Côte d'Ivoire, pardon, et les rebelles, qui ont mis 3 semaines avant de dire leur identité. Et c'était un certain Soro Guillaume qui, 3 semaines après, a dit il est porte-parole de la rébellion. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans cet état. Donc, effectivement, ça aussi, c'est l'œuvre française. Parlons-en. C'est un bilan qu'il faut faire. Il faut voir les actifs et le passif. Dans le passif, il y a ça. Il y a ça, mais il y a ça massivement. Écoutez, il y a l'exfiltration de Compaoré par l'armée française pour l'emmener en Côte d'Ivoire fait partie du passif. Si les Burkinabés en veulent à la France, c'est parce que la France a permis à Compaoré d'échapper à la justice de son pays, d'échapper finalement au soulèvement populaire qu'il a déposé, parce que ce n'était pas un coup d'État, c'est un soulèvement populaire d'abord. Alors, il y a eu tout ça. Donc, il faut bien comprendre ça. Les bases françaises, justement, servent à ça, à faire ces petites opérations d'exfiltration, etc., et ces petits coups bas. Parce que, oui, on a tiré sur 57 Ivoiriens à Abidjan. Oui. Qui a fait ça? Et vous qui avez fait procès contre Bob Denard, est-ce que Bob Denard était un privé ou est-ce qu'il bénéficiait de... Bob Denard a toujours dit qu'il était le corsaire de la République. C'est le Wagner de la France. Oui, c'était ça. Bob Denard, c'est le Wagner de la France. Exactement. Ces histoires d'armées privées qui opèrent au nom de l'État, c'est la France qui a donné les premiers modèles. Absolument. Bob Denard, c'est le Wagner de la France. Absolument. Bonjour mon frère Gilles et aux invités. Avant tout propos, j'aimerais dire à monsieur Kegwe Sogoyou d'être plus mesuré dans ses propos. C'est un diplômant de carrière. Seul un tribunal peut établir qu'un individu est coupable ou pas. C'est grave de traiter des gens de voleurs sur un plateau de télé. À propos de la Russie et de la France en Afrique, moi j'ai l'impression que nous sommes tellement naïfs en pensant qu'une puissance ou une organisation peut nous sortir de la misère. Ni la France, ni la Russie ou l'ONU n'aideront jamais l'Afrique à sortir de notre misère seule. Notre dévouement dans le travail et surtout le travail bien fait nous permettra de sortir de notre léthargie. Kader Tchaniao depuis Sokole. Oui, Kader Tchaniao, on traite quelqu'un de voleur. Allez lire un peu la biographie de Ursula von der Leyen. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne dis que ce qui est dit. Même chez elle là-bas, aux choses, on lui pose des questions relatives à tout cela. Donc, ce n'est pas une invention. Maintenant, les Africains vont se développer d'eux-mêmes. Vous savez, on dirait que nous sommes troublés. Les Africains ne savent pas. Il faut aller à gauche, il faut aller à droite. C'est vrai. Que vous soyez avec des Papous, des Esquimaux, des Chinois, des Français, des Russes, des Ouzbeks, la seule chose qui peut développer l'Afrique, c'est le travail. Mais il faut qu'on nous mette au travail. Ça, je suis d'accord avec vous. Il faut que les gens se mettent au travail. Bavarder seul n'apportera rien. Donc, tout à fait d'accord. Sinon, traiter quelqu'un de voleur, allez chercher un peu la biographie de Ursula von der Leyen, vous comprendrez rapidement pourquoi je peux parler comme ça. Bonjour, belle émission. Je crois que la tendance, la mode qui s'empare de nous, population africaine, est le divorce total avec cette France. Je voudrais demander humblement à Maître s'il croit aux élections.
Tout le problème, ce sont nos présidents qui qui se voient plus importants que la grandeur de l'Afrique. Pour que l'Afrique se relève, chaque chef d'État doit perdre quelque chose. Aucun n'est prêt, mais notre ferveur ne baissera jamais. C'est pour nos enfants que nous allons nous battre. L'histoire des États-Unis d'Afrique, qui nous écrit aussi: bonjour le plateau, merci à New World. Je me suis abonné à New World et je me sens chez moi à travers la chaîne Kabié. Le diplomate Kegewe me met toujours à l'aise. Merci à Maître Sosa, merci également à vous pour votre adhésion à New World. Vous aurez encore plus de raisons de le faire. Hein. La Coupe du Monde avance à grands pas. C'est le 20 novembre. Monsieur Sogoyou Kegewe, j'imagine que vous êtes prêt. Hein. Mais nous sommes prêts, mais les décodeurs, tout le monde les a, hein, de New World. Maintenant, beaucoup veulent acheter le décodeur New World. Je crois qu'on doit faire un plus grand effort de sensibilisation, de marketing. Sinon, je peux te dire que tout le Togo est derrière New World. Voilà. Oui, Maître Sosa, autant au New World n'était pas encore au New World, j'ai été surpris. Est-ce que je peux le dire publiquement? Vous pouvez. Il me semble a commandé 10 ou 5 décodeurs qui a distribué aux amis. Est-ce que vous en souvenez même? J'en ai commandé 12. Oh là là. Oui, parce que j'ai estimé que cette chaîne qui est purement togolaise avait besoin d'être encouragée et connue. Et au lieu de faire les étrennes en offrant du champagne, j'offrais des décodeurs. À l'époque où New York n'était pas connu du tout, effectivement. Merci. Merci d'avoir cru en nous. Salut New World, comme Maître l'avait dit, la Russie fascine en Afrique parce que la France a beaucoup déçu. Il est temps que l'Afrique sache qu'elle peut continuer par donner des leçons au président. Est-ce qu'il veut parler de l'Afrique ou de la France? Il est temps que la France sache qu'elle peut continuer par donner des leçons au président qu'elle nous fabrique, mais pas aux peuples africains. Macron peut beau traiter Poutine de tous les noms d'oiseaux, mais il n'a qu'à savoir que le peuple africain est assez mieux pour faire son choix. Si nous pouvons trouver notre Messie à la personne de Poutine, tant mieux. Hubert Topou depuis Baguida à Lomé. Qui d'autre nous écrit? Manglibé de Guérenkouka dans la mamelle du Togo. Félicitations. Gilles pour le thème du jour et surtout pour le choix des deux éminences grises. Les invités, M. Sogoyou a bien analysé le sujet, l'échec de la politique française, sa gestion sombre de la diplomatie, l'imposition du franc CFA font l'admiration de la jeunesse africaine pour la Russie. Ajoutez à tout cela l'échec de la civilisation occidentale de par son apologie pour une société homosexuelle et qui a du mal à passer dans l'anthropologie noire d'Afrique. Nous y sommes totalement, c'est vrai. Il y a un peu de tout ça ensemble. C'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre que sociologiquement, philosophiquement, il y a des différences fondamentales d'approche. Et les sociétés africaines sont encore très rétives à accepter l'idée que la cellule familiale composée de façon nucléaire par un père, une mère et des enfants puisse se céder au bénéfice d'une autre forme de cellule. Parce que en fait, on considère que la base de toute société, c'est d'abord la famille. Et beaucoup de gens, même aux États-Unis aujourd'hui, il l'a dit tout à l'heure, le Parti républicain a le vent en poupe parce que il considère. Quand on a considéré que l'avortement, le droit à l'avortement, était finalement une avancée des droits de la femme, parce qu'il fallait lui permettre de faire des choix, et que ce droit est aujourd'hui en train d'être remis en cause par une classe politique soutenue par une population complètement fanatisée par des églises évangéliques, vous voyez que ce qu'on est en train de nous dire à nous autres Africains comme étant quelque chose à laquelle nos cultures sont complètement hostiles, est combattu aussi. Bolsonaro est en train de menacer d'être réélu, pas parce qu'il est un bon politicien, parce qu'on considère que Lula et les autres vont faire comme ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les sociétés occidentales, européennes. Et quelqu'un comme Trump est capable de redevenir président des États-Unis s'il décide d'attaquer
sur le terrain des valeurs familiales des États-Unis. Donc vous voyez que ce n'est pas nous uniquement qui sommes concernés par cette problématique-là. C'est aussi et surtout un débat global, mondial, que l'Occident ne peut pas, l'Occident conceptuel ne peut pas vouloir imposer au monde entier. Et j'ai bien aimé le président Macky Sall, pour cette fois-là, quand il disait au président Obama, venu lui donner des leçons, venu l'encourager à accepter l'homosexualité, non, la société sénégalaise n'est pas la société américaine. Nous avons supprimé la peine de mort, vous l'appliquez chez vous. Alors ne venez pas me demander de promouvoir l'homosexualité parce que vous le faites. J'ai bien aimé cette réaction d'un chef d'État africain face à un chef d'État américain. Donc oui, tant que nous serons soucieux de dignité, et tant que nous défendrons les valeurs africaines par-dessus tout, alors nous gagnerons en respect par rapport aux autres. Quand on se mettra à genoux parce que quelque chose est venu d'ailleurs et qu'il faut toutes affaires cessantes l'épouser parce que c'est la mode des autres, on nous piétinera toujours. Voilà. Bonjour le plateau. Je suis fier de voir et écouter M. Sogoyou qui ne vient que dire les réalités avec précision. Il faut normalement toujours l'inviter puisque nous, pour que nous ayons la joie de suivre cette émission Forum New World Forum tous les dimanches. Alors, M. Sogoyou, vous êtes averti. Merci, c'est pas moi qui m'invite, on m'invite. Bonjour Gilles, bonjour le plateau. Merci pour le débat. Juste dire que je suis d'avis avec M. Maître Eric Sosa. L'Afrique ne doit se positionner sur aucune puissance pour paraphraser le professeur Doucet à la tribune des Nations Unies. Nous devons cesser de dire Russie, Russie. Il ne faut pas vendre un maître pour s'acheter un autre. Nous devons nous-mêmes être autodéterminés. Justement, c'est là la question, M. Sogoyou. Est-ce que l'Afrique peut s'extirper des tripes de la France sans s'appuyer sur notre puissance? Oui. Tout le problème, écoutez, est-ce qu'au Mali, les militaires maliens, ils n'ont jamais dit à la France, on ne te veut pas. Ils ont seulement dit, nous voulons quelqu'un qui nous aide davantage. Au Burkina, ils ont dit, on veut et les Russes et les Français. Mais la France prenant les Africains pour ses chèvres privées, ne peut pas accepter que ces chèvres-là puissent traiter avec un autre. C'est tout le problème. Qui veut se débarrasser de la France? Personne. Ce serait même manquer de bon sens. Maintenant, si quelqu'un est président, il travaille avec la France, il travaille avec la Russie, la Chine, les États-Unis. Mais où est le problème dans cela? Pourquoi la France ne veut pas entendre parler des autres pays c'est justement avec lesquels elle-même fait un commerce? Regardez tout ce qui se passe. C'est ça que Fabrice Yomi vous demande depuis le Niger. Ouais. Bonjour Niwod, bonjour à mon papa Kegewe Sogoyou. Je suis très ravi de vous voir encore aujourd'hui. Je salue Maître Eric. Pour le débat d'aujourd'hui, ma question est celle-ci. Pourquoi la France, qui est un partenaire historique de l'Afrique, n'arrive pas à garantir la sécurité dans le Sahel malgré la présence de son armée sur nos sols? Pourquoi elle ne veut pas que nos chefs d'État diversifient les partenaires comme la Russie? Mais c'est ça le drame. Ce n'est même pas seulement la Russie, il y a beaucoup d'autres pays avec lesquels l'Afrique gagnerait à travailler. Si nous voulons aujourd'hui produire assez de riz pour nourrir les Africains, je crois qu'il faut envoyer des ingénieurs en Thaïlande, au Vietnam, en Chine, à Taïwan. C'est là-bas, on ne va pas les envoyer à Paris, ça n'a aucun sens. Mais la France ne veut pas ça. Si tu veux apprendre à cultiver du riz, bon, tu dois encore envoyer tes étudiants à Paris. Chercher quoi? Apprendre quoi? Donc, cet entêtement dans le désir de l'exclusivité, mais il est écœurant. Écoutez, aujourd'hui, on nous dit, les Américains disent, ah, si un pays africain traite avec la Russie, nous, on va le sanctionner. Les Américains sont aujourd'hui parmi les plus grands acheteurs du pétrole russe, à l'heure où nous parlons, malgré les sanctions. En Europe, les peuples sont en train de mourir. Les Européens ont dit qu'ils vont faire la guerre en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Biden, Zelensky et Ursula von der Leyen, eux, sont dans la logique de faire la guerre jusqu'au dernier Européen. Ce que les Européens sont en train d'endurer aujourd'hui, ce n'est pas les Ukrainiens qui l'endurent. Donc, moi, je dis ceci. Tant que la France prendra l'Afrique pour une propriété privée, dans laquelle personne n'a le droit d'aller même jeter un coup d'œil,
nous serons toujours dans les drames où nous sommes. La France, au Mali, au Burkina, en Guinée, partout, aucun des chefs d'État n'a dit on ne veut plus de la France. Christophe nous écrit à Tapaveni, bonjour le panel, salut spécial à Maître et l'ambassadeur dont j'admire souvent les points de vue sur l'actualité. Aujourd'hui, une chose est claire, les anciennes colonies françaises veulent tourner la page avec la France. La France entretient le terrorisme en Afrique. Voilà ce qui explique le regard tourné vers la Russie qui a donné des résultats probants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Il est temps que l'Afrique entière se mobilise pour bouter hors du continent le terrorisme qui est un frein au développement économique. Christophe, depuis Atapamé, Maître, ça, est-ce que vous croyez en cette affaire de la France qui soutient le terrorisme en Afrique? Écoutez, bon, je pense que nous sommes sur une chaîne publique et il faut que la parole publique se soucie de vérité, et dans la recherche de la vérité, il faut un principe théologal, c'est la prudence. Je ne vais pas ici porter une accusation dont je n'ai pas les preuves claires. Mais il y a quand même quelque chose qui est curieuse. Aujourd'hui, dans cette affaire ukrainienne, venons-en encore. Personne n'a envoyé de soldats en Ukraine. Hein. Vous avez vu ça? Il n'y a pas de soldats allemands, pas de soldats suédois. Mais tout le monde envoie des armes à Zelensky pour qu'il combatte la Russie. On ne peut pas en faire autant. On a besoin de faire venir des soldats français ou allemands sur le territoire malien pour pouvoir être en capacité de combattre les djihadistes. Parfois, c'est un embargo comme à Bangui, là. Ah, oui, un embargo sur les armes. Bon, alors qui décrète les embargos sur les armes? Les Nations Unies. Bon, alors aux Nations Unies, il y a une petite cellule qui s'appelle le Conseil de sécurité, qui détient plus de pouvoir que l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous connaissez ce petit syndicat. Dans ce syndicat-là, la France est un porte-voix important. C'est la raison pour laquelle, quand on dit elle a un précaré, mais qu'elle ne défend pas son précaré auprès de ses collègues et amis, on l'accuse de participer au mal qui ronge l'Afrique. Donc, au lieu de dire le terrorisme c'est la France, je dis encore une fois, en remontant épistémologiquement à ce qui a créé le terrorisme dans la zone sahélo-sahélienne, c'est l'invasion de la Libye et la destruction de la Libye. Et la France était le centre principal de la destruction de la Libye, aidé par l'OTAN de Barack Obama et les autres. C'est pour ça que je dis, quand on dit qu'elle est pour quelque chose, il ne faut pas s'effaroucher. Même si je n'ai pas de preuves, je suis suffisamment doté de capacité d'analyse pour faire le lien entre la destruction de la Libye et ce qui s'est passé après. Aïtano Lucas nous écrit d'Abomey au Bénin. La France doit savoir qu'on ne cherche pas une chose et son contraire. Elle crie liberté partout et partout, mais passe par la suite soutenir le djihadisme. L'analyse est aussi simple. On ne peut pas réclamer une transition démocratique au Mali et soutenir une succession dynastique au Tchad. On ne peut pas appuyer des décennies durant un régime militaire au Burkina Faso, celui de Blaise Compaoré, et en menacer un autre à Bamako. Ces contradictions se payent très cher et cachent, alors que la France est l'un des seuls pays du monde occidental à avoir fait de l'Afrique une priorité stratégique. En fait, il faut absolument que Paris purge son passé et ses réflexes militaro-coloniaux si nous voulons avoir un avenir en Afrique. Aïtano Lucas, depuis Abomey, ils sont très très nombreux à vous écrire aujourd'hui. Oui. Bonjour le plateau, toutes mes admirations pour les deux invités. Je voudrais savoir pourquoi M. Macron ne peut pas se rendre en Russie ou appeler M. Poutine, lui faire savoir ce qu'il fait n'est pas bon en Afrique, en Ukraine. S'il pense qu'il est un président d'une grande puissance, comme il le fait avec certains chefs d'État en Afrique, qu'il vienne aussi au Mali pour croiser Goïta, qu'il laisse l'Afrique en paix. Bientôt, tous les préfets de France en Afrique vont le joindre là-bas. Kadjo, depuis Niamtougou. Non, mais il ne peut pas venir voir Goïta, parce que ça signifierait que Goïta est un être humain. S'il vient, un président français vient voir un président Goïta, ça veut dire que Goïta aussi c'est un humain, c'est un homme, et que le Mali c'est aussi un pays. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Dans la tête de ces gens, le Mali, Goïta, on n'en veut même pas. C'est-à-dire qu'on veut les minéraux qui sont là-bas, et on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir s'accaparer ces minéraux, c'est tout. La France est dans une logique d'annihilation des Africains. C'est ça le drame.
C'est ça le drame. Le Mali est là, le Mali n'a pas chassé la France. Mais il préfère aller s'exhiber avec Zelensky, qui, soit dit en passant, ne l'aime pas beaucoup, parce qu'il a souvent parlé à Poutine. Bon, mais maintenant, l'Afrique, il s'en fout. Il s'en fout. Diabalo nous écrit depuis Dapan aussi, Marcelin Diabalo, merci pour votre message, il vous salue. Monsieur Kegwe et maître Eric Emmanuel Sosa, il vous appelle digne fils de l'Afrique. Pour lui, le mal de l'Afrique s'appelle la France. Bonjour Gilles, bonjour à vos invités. Ce que les dirigeants français doivent comprendre, c'est qu'avec la génération africaine actuelle, plus jamais les choses ne seront comme avant. La prise de conscience des peuples africains est effective et irréversible. Démocratie, oui. Élection, oui. Mais ce que je crains, c'est que la France passe par là pour encore placer ses pions du genre de Ouattara au pouvoir à la place de vrais panafricanistes. Prudence, prudence, prudence. C'est Pascal qui nous écrit de Kara. Est-ce que je peux enchaîner avec... oui, c'est Pidamao Tchangaï depuis Sokoré. Lui, il nous signale simplement qu'il nous suit avec beaucoup d'intérêt. Nous sommes suivis de partout, au Togo et en Afrique, dans le monde. Bonjour, je me nomme Ki Aboubakar depuis le Burkina. Je me demande depuis qu'on souffre avec les attaques terroristes, la CEDEAO était où? C'est quand on veut défendre nos libertés, ils veulent se mêler de notre propre liberté. On aime le dire, on aime le dire, quand la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider avant que cela n'arrive chez toi. Pourquoi les militaires ne peuvent-ils pas être au pouvoir? L'histoire d'un pays ne peut être changée avec les costumes. Lui, il évoque la CEDEAO, il parle de la CEDEAO Burkina Faso. Le problème, ce n'est pas la CEDEAO, mais c'est certains individus de la CEDEAO. Regarde Mbalo en Guinée-Bissau. Il est tombé fou amoureux de Macron. Hein, il faut qu'il aille de temps à autre là-bas, ils vont se regarder face à face tellement il est amoureux de Macron et il a oublié qu'il est le président de la CEDEAO. Maintenant, il est l'amoureux de Macron. À l'allure vont les choses, on se pose des questions sur cet amour. Alors, à tout moment, il est à Paris. La dernière fois, il était à Paris. Il était à Paris dans l'histoire des mercenaires, des fameux mercenaires ivoiriens, qui étaient tout sauf ivoiriens. Bon, soit dit en passant, ce n'est pas le sujet du jour. Ils étaient tout sauf ivoiriens. On le sait maintenant, hein, ce n'est pas un secret. Et tout ça, quand les gens disent on accuse, il faut les preuves. Mais la France, on accuse, mais le Mali, pour une fois, dit allons aux Nations Unies, je vais vous dire ce que vous faites. Est-ce qu'ils sont allés? La réunion n'est pas encore convoquée. Mais elle ne sera jamais convoquée. Abel Delobé nous a écrit aussi bonjour les panélistes. Je vous remercie pour ce thème qui fait l'objet du débat très intéressant. Nous constatons que certains peuples compatriotes de l'Afrique qui s'élèvent contre la présence française au même moment, les autres peuples se taisent. Que faire pour rallier ces derniers à la lutte d'ensemble pour chasser une fois de bon la France en Afrique? Abel Delobé. Maître, nous allons clôturer cette émission. Oui, Ils sont encore très nombreux à vous écrire, mais on ne pourra pas répondre à tout le monde. Vous savez, ça va faire tache d'huile. Ce qui s'est passé la dernière fois à Ouaga, aussi bien contre la CEDEAO que contre la France, est en train de donner des indications claires sur ce que les populations africaines ne sont plus prêtes à accepter. Et il faut désormais qu'on prenne en compte, dans les décisions politiques qui vont être prises dans les hautes sphères, de cet aspect-là des choses. Parce qu'on ne pourra plus imposer n'importe quoi désormais en Afrique. Les Africains sont prêts à manger la vache enragée pour s'en sortir. Ça, il faut qu'on en ait conscience. Vous voyez, juste pour l'histoire, le nouveau président Ibrahim Traoré, il n'était même pas né lorsque Sankara a été tué. Ouais, il a 34 ans. Donc, voilà, il a 34 ans aujourd'hui. Donc on est en train de voir que des Sankara en puissance, il y en aura d'autres. Ouais, comme il a dit, on peut tuer un homme, mais pas ses idées. Merci, maître. Bon. Oui, non, qu'est-ce que je voulais dire au fait? Il demande pourquoi ça ne fait pas, mais ça va faire tache d'huile. Aujourd'hui, tous les chefs d'État francophones savent que se laisser taper dans le dos par Macron est dangereux pour ton pouvoir. Tout le monde le sait. Merci. Gildas, Tchamadjako a assuré la réalisation. Rebecca Vessou était sur les caméras. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.